Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous à ce rendez-vous des grands événements qui ont marqué l'actualité sur Green TV International. Au menu de cette édition, une jeune écologiste du nom de Yvette Tété au Ghana réalise la première nage du fleuve Volta pour évaluer l'état de pollution de ce cours d'eau. Les détails dans cette édition. Les autorités des pays africains se mobilisent pour lutter contre le changement climatique. Pour cela, ils sont en quête de financement pour un avenir vert du continent. En Allemagne, des écologistes se sont rassemblés devant la salle du pré-sommet du changement climatique à Bonn en Allemagne pour dénoncer l'exploitation des énergies fossiles. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. À présent, le journal. Allons au Ghana en ce début d'édition pour découvrir la jeune Yvette Tété. Cette écologiste vient de réaliser la première nage du fleuve Volta. Ses ambitions étaient d'analyser l'état de pollution de ce fleuve et de mettre en lumière les problèmes de la pollution textile dans son pays. Le commentaire est signé Rachidou Mbereko. Elle s'appelle Yvette Tété, jeune militante écologiste ghanéenne. Elle est la première personne à réaliser l'exploit de descendre à la nage le fleuve de la Volta, un célèbre cours d'eau qui traverse le Ghana du nord au sud avant de se jeter dans le golfe de Guinée. Elle a ainsi parcouru 450 km en 40 jours à raison de 6 jours de nage par semaine. Son objectif était de sensibiliser sur la pollution, attirer l'attention sur l'aggravation de la pollution de l'eau, prendre les échantillons, remplir des flacons pour les faire analyser et évaluer l'état de pollution du fleuve. L'autre raison est de mettre en lumière les problèmes des déchets textiles dans son pays. Il est à noter que le Ghana importe 15 millions de vêtements de seconde main par semaine et les invendus finissent dans les décharges saturées puis dans le fleuve, ce qui pèse lourdement sur le système d'approvisionnement en eau du pays. Yvette Tété entre désormais dans l'histoire. Accompagnée par les membres de la Fondation Or, c'est sous les acclamations qu'elle a été accueillie mercredi 17 mai. En Ouganda, la surexploitation du charbon de bois provoque une forte déforestation. Face à cette situation, le gouvernement a publié un décret interdisant la production et la surexploitation du charbon de bois. Les précisions avec Irène Papadina. Dans le nord de l'Ouganda, les autorités retournent contre la combustion du charbon de bois à cause de l'abattage incontrôlé des arbres. La production de charbon de bois persiste malgré l'ordonnance présidentielle ainsi qu'une loi contre les changements climatiques habilitant les autorités locales à réglementer ces activités nuisibles. L'Ouganda a longtemps lutté pour protéger ses forêts au milieu d'une expansion démographique qui alimente la demande de sources d'énergie végétale perçues comme bon marché, surtout le charbon de bois. Selon un rapport de 2018 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la dépendance au charbon de bois et au bois de chauffage est la plus élevée en Afrique et en Asie. Certaines villes africaines dépendent presque entièrement du charbon de bois pour la cuisine. Pour l'Agence spatiale européenne, environ 25 à 35% des émissions de gaz à effet de serre qui modifient le climat proviennent de la combustion de la biomasse et des incendies intentionnellement allumés. Les familles de classe moyenne entretiennent à la fois des cuisinières à gaz et des poêles à charbon. Le président ougandais Yoweri Museveni a récemment publié un décret interdisant la production commerciale du charbon de bois dans la région. Ce décret a perturbé le commerce national du charbon de bois qui a longtemps été influencé par des sensibilités culturelles. En Afrique du Sud, les manchots, une espèce d'oiseau, sont menacés de disparition à cause du changement climatique. En effet, des pluies qui ont frappé la région du Cap ont affecté la réserve naturelle du Bird Island où sont protégés ces oiseaux. L'alerte est lancée par un centre de prise en charge des animaux et des actions doivent être menées pour les sauver. Les précisions dans ce commentaire de la rédaction. Une centaine de manchots petits adultes sont soignés dans la clinique de la Fondation pour la sauvegarde des oiseaux côtiers d'Afrique du Sud.
Ces dernières semaines, de fortes pluies ont inondé leur nid dans la réserve naturelle Bird Island, située à une 60aine de kilomètres des côtes sud-africaines. Ces oiseaux ne nagent pas beaucoup en ce moment parce qu'ils sont blessés. S'ils ne nagent pas, ils ne boivent pas. C'est pourquoi nous devons leur donner des liquides. Mais les oiseaux adultes de l'autre enclos sont dans notre section de réhabilitation. Ils nagent donc au moins 3 fois par jour, ce qui leur permet de s'hydrater, et nous ne leur donnons plus de liquide. Dans cette unité, des bassins permettent aux plus en forme de réapprendre à nager avant de retrouver la vie sauvage. Les cas désespérés sont euthanasiés. Cet oiseau dans les bras de Caitlin est atteint de borréliose, une maladie infectieuse provoquée par une bactérie. Elle lui administre des antibiotiques. J'adore ces oiseaux, ils sont vicieux mais en même temps incroyablement doux. Et c'est très agréable de savoir que je fais partie d'une organisation qui fait un peu la différence. Nous faisons autre chose que les dommages causés par l'homme à ces oiseaux au fil des années. Ils ne se sentent pas comme ça habituellement, mais c'est un sentiment agréable quand vous vous réveillez le matin. Grâce à eux, les premiers jours, les longues journées sous la pluie, dans le froid, en valent vraiment la peine. Ces gars-là en valent vraiment la peine. Le petit oiseau noir et blanc tient une place particulière dans les fiches zoologiques des spécialistes de la nature. Cependant, la maladie, la surpêche ou encore la pollution aux hydrocarbures sont parmi les menaces majeures qui pèsent sur les manchots. La population décline de manière drastique. Depuis 2015, nous avons perdu environ 95% à Algoa Bay et 75% au Cap Occidental. Dans l'ensemble, la population est en déclin. Il existe une réelle menace d'extinction de l'espèce au cours de la prochaine décennie, ce qui est très effrayant car c'est dans les 10 prochaines années. Par le passé, les manchots creusaient solidement leur nid dans le guano sur les îles côtières, mais cette matière organique est utilisée comme engrais naturel et ces êtres se débrouillent désormais avec des branches. Dans l'optique de la recherche des solutions pour un avenir vert du continent, les dirigeants africains cherchent des solutions et des financements pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Les différents partenaires sont conviés à jouer leur part dans l'atteinte de cet objectif. Les précisions dans ce commentaire. L'Afrique est un continent riche en ressources naturelles et représente à peine 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Malheureusement, il subit de lourdes conséquences néfastes dues au changement climatique qui sont les sécheresses, les inondations et les fortes chaleurs. Ainsi, les dirigeants du continent noir ont décidé d'adopter des solutions financières innovantes en impliquant la communauté internationale et le secteur privé pour une meilleure attraction des investissements en faveur du climat. Le secteur privé contribue actuellement à 14% des financements climatiques en Afrique, une part non négligeable qu'il faudra rehausser. Pour cela, des discussions des gouverneurs des banques centrales et ministres des Finances africains s'est déroulées à la fin du mois de mai dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le ministre algérien des Finances Laziz Faïd a animé à cet effet un forum sur le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte ». En présence de 4000 participants venus de 81 pays, dont 54 pays africains et 27 hors d'Afrique, il a été convenu que l'Afrique doit réaliser une bonne croissance verte entre 2023 et 2024, et ceci dans l'obligation de trouver des solutions urgentes pour financer les actions en faveur du climat. Convaincu que l'avenir de l'Afrique est vert, le président du groupe de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina invite les pays développés à tenir leur engagement en matière de soutien de l'action climatique en Afrique. Des ressources supplémentaires doivent être mobilisées et canalisées rapidement vers les pays qui ont le plus besoin afin de limiter les impacts du changement climatique. En Allemagne, dans la lutte contre le changement climatique, des militants pour le climat se sont rassemblés à Bonn, en Allemagne, pour militer contre les effets du changement climatique, notamment l'utilisation des énergies fossiles. Cette lutte intervient dans le cadre d'une conférence internationale qui se tient à Bonn sur le changement climatique en prélude à la COP28 qui se tiendra en novembre prochain à Dubaï. Les précisions avec Irène Papadina. Des militants pour le climat, des scientifiques et négociateurs sont rassemblés à Bonn en Allemagne où se tient une conférence sur le changement climatique. Ils appellent à un calendrier d'élimination progressive des combustibles fossiles pour parvenir à limiter le réchauffement climatique au moment où les émissions de gaz à effet de serre atteignent des records. Ce sujet sera l'un des plus débattus lors de la COP28 qui se tiendra en novembre prochain à Dubaï. Selon l'activiste pour le climat Greta Thunberg, continuer à exploiter les énergies fossiles revient à condamner à mort la vie des populations à travers le monde entier.
En matière de réduction des gaz à effet de serre, deux grands s'affrontent, à savoir l'Union européenne, la Grande-Bretagne, de nombreux pays en développement et petits pays insulaires qui veulent sortir rapidement du pétrole, du gaz et du charbon. Mais les grands pays pétroliers et gaziniers préfèrent mettre l'accent sur la réduction des émissions sans abandonner les fossiles qui les génèrent. Le patron de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, Sultan Al-Jaber, est notamment pointé du doigt en tant que président de la COP28. Il a reconnu la semaine dernière qu'une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles est inévitable. Ce dernier veut présenter une feuille de route pour la COP28 qui comprend un objectif mondial de tripler les énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique et doubler l'hydrogène propre d'ici 2030. Le plan ne comprend pas cependant la mention explicite d'éradiquer l'utilisation des combustibles fossiles. L'Indonésie lance une vaste campagne de dépollution plastique. Avec l'expertise de l'ONG française des Sea Cleaners, le programme de dépollution de cet archipel du sud-est de l'Asie mobilise de grands moyens comme des bateaux de dépollution et s'étendra sur toute une année. Les détails avec les images qui suivent. Un programme ambitieux de dépollution a été lancé en Indonésie. Cette initiative est prise par l'association française à but non lucratif des Sea Cleaners avec l'appui des autorités locales et des pouvoirs publics. Pendant plus d'un an, l'équipe de Sea Cleaners sera sur le terrain pour apporter une solution à la prolifération des déchets plastiques. Ça sera une action qui vise un impact immédiat sur l'environnement avec une perspective éducative et sociétale à long terme. Une vingtaine de sites potentiels d'intervention ont été identifiés pour des actions de dépollution. Les milieux aquatiques accumulant des déchets sont privilégiés et pour y arriver, le Mobula 8, un bateau de dépollution pour intercepter les déchets avant qu'ils n'atteignent l'océan, est mis en marche. Ce bateau est une véritable station de récupération des déchets solides et liquides. Ainsi, dans l'optique de la stratégie nationale de lutte contre la pollution plastique, le gouvernement indonésien veut réduire la pollution plastique de 70% en 2025. Le programme de dépollution dénommé Mobula Against Plastic Pollution a été inauguré le 20 mars dernier au port de Bali. 75% du plastique accumulé dans les océans dans le monde proviendrait de la mauvaise gestion des déchets dans les pays asiatiques. L'Indonésie figure ainsi dans le top 5 des pays polluants au monde. Des actions de dépollution sont alors nécessaires pour réduire l'impact de la pollution sur l'environnement et la vie des populations. En France, la ville de Verdun distribue des récupérateurs d'eau à ses habitants. Cette initiative, qui concerne plusieurs communes, vise à lutter contre la sécheresse. Les précisions avec nos confrères de France T. Ce récupérateur d'eau permet à ce retraité d'arroser son potager toute l'année avec de l'eau de pluie. Il ne l'a pas payé, c'est un cadeau de la collectivité qui a changé ses habitudes. C'est sûr que quand c'est gratuit, c'est moins cher et ça encourage. Donc effectivement, il est important aujourd'hui que tout le monde fasse attention. Et c'est à travers ce petit geste de récupération d'eau que je peux tout simplement y contribuer. Ces récupérateurs d'eau, l'agglomération en a déjà distribué 600 et va accélérer le mouvement. Ça marche beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Donc on va devoir faire un complément, je pense, en fin d'année. Et ce n'est pas tout. Pour économiser encore plus d'eau, l'agglomération de Verdun organise la distribution de ces kits. À l'intérieur, des accessoires tout simples que découvre la famille Sissoko. Un mousseur qu'il suffit d'insérer dans le robinet. Avec lui, le débit passe de 10 litres par minute à 6 litres seulement. On va économiser l'eau maintenant. Ce sac, une fois rempli, permet aussi d'utiliser moins d'eau dans les toilettes chaque fois que l'on tire la chasse. Les facteurs qui vont tomber, ils vont tomber sur nous. C'est à nous de les payer. Ça va sortir de notre poste. Alors si on vient d'avoir tout ça pour économiser de l'eau, ça c'est un grand plaisir. La politique globale d'économie d'eau mise en œuvre par l'agglomération de Verdun commence à faire ses preuves. On a essayé de faire beaucoup de pédagogie et on est arrivé à diminuer de 22% la consommation d'eau du territoire, soit à peu près 200 000 m3 par an. C'était une vraie réussite. Et la distribution de ces kits va dans ce sens. Ils promettent jusqu'à 50% d'économie sur la facture. Dans les rues, l'on constate des ordures entassées devant les maisons et dans des lieux publics. Cette situation
à l'avenir provoquent des dépotoirs sauvages qui dégradent l'image de nos villes et polluent l'environnement. Comment la population de Lomé trouve cette situation? Notre équipe de reportage nous donne leur avis. Oui, le dépotoir sauvage, vraiment, c'est quelque chose de fréquent. Malheureusement, pour le moment, dans nos différentes capitales de Conakry, précisément, pardon, les différentes capitales de l'Afrique, précisément au Togo ici, bon, c'est quelque chose qu'on voit souvent, mais c'est une chose qui n'est pas du tout bon pour la santé de la population. En plus, pour l'image de la ville aussi. Ça ne donne pas une bonne image de la ville. Chaque maison doit s'abonner aux gens qui viennent chez. Chaque maison doit s'abonner à ça, donc pour éviter que la population vienne déposer leurs ordures en bordure de route comme ça. Donc si tout cela est respecté, je pense que ça ira. Si chaque maison a ses poubelles derrière leur cour, là, si la population encore est sensibilisée pour ne pas laisser les ordures à leur place et venir les déposer au niveau du territoire, ça aussi, ça sera une bonne action. La mairie qui s'est en charge d'être pour toi maintenant, hein, soyez propre et tout. Mettez vos dépotoirs dehors, versez les trucs bien. C'est mieux que de jeter ça au dehors, sur les trottoirs et tout ça là. C'est mal, ça fait mal de voir ça. Moi aussi, j'aime pas ça. Même voilà, j'ai pas menti. J'ai mangé biscuit depuis quelque part là. J'ai tenu jusqu'à. C'est dans la poche. Je vais jeter ça à la maison. Par exemple, on prend le cas de les sachets et tout. Vous voyez. Ça, les gens prennent pour faire même des plastiques qu'eux-mêmes ils utilisent. C'est à base de ça. Donc, du coup, s'ils gardent ça, ils vendent ça là. C'est de l'argent. Déjà, c'est encombrant. 2, c'est sale. 3, ça rapporte beaucoup de maladies. C'est vraiment pas bien pour la population. Tout simplement, il faut arrêter de jeter les ordures n'importe où et n'importe comment. Et je pense que l'État avait commencé une campagne pour ramasser les ordures. C'est un bon engagement, c'est selon moi bon. C'est une bonne idée de l'État. Il vaut mieux donner ces ordures-là à l'État pour que ça soit mieux traité. Au lieu de les jeter n'importe où et n'importe comment. Moi, je pense que c'est vilain et ça rend vilain le pays. Parfois, quand tu passes sur ton plein ville, surtout au niveau de Lomé ici, quand on voit ça, c'est pas joli à voir. Et ça pose certaines maladies. Ça pose les moustiques qui piquent, les palus qui dégagent partout. Et surtout au niveau des sachets. Moi, selon moi, j'aurais préféré qu'on interdise les sachets plastiques, comme on le fait au campus de Lomé. Si vous rentrez maintenant au campus, c'est rare, vous allez voir des saletés comme les sachets plastiques. Ça serait plus avantageux qu'on interdise les sachets plastiques au moins dans le pays. D'une partie, ce n'est pas de leur faute. Si l'État avait créé une place là où ils peuvent jeter les ordures comme ça, après ils peuvent venir ramasser à la fin, ça serait plus avantageux. On ne va plus trouver ces trucs-là dans la rue. Vous voyez? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se procurer les poubelles et payer tout le temps qu'on puisse venir ramasser. Si l'État avait mis des dispositions, c'est-à-dire ici on jette les ordures comme ça, à la fin on va venir ramasser, on n'aura pas ce genre de problème-là par exemple. Je sais que le travail du gouvernement c'est trop vaste, c'est un peu difficile de sensibiliser tout ça, de régler tout ça en fait. Mais d'essayer un peu de déposer un peu les poubelles au bord de la route et tout, bien d'essayer d'interdire l'utilisation des sachets plastiques et tout ça. Je pense qu'avec ce genre de solutions, ça peut aller. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur Green TV International, la chaîne de l'environnement.